Bonjour chez vous et bienvenue à ce 12-13 sur la RTGAO. Voici les principaux titres. La journée internationale de l'infirmière a été célébrée le mardi 12 mai à Kinshasa. Elle s'est déroulée sur fond de revendications, notamment la reconnaissance de la profession. La corporation a déposé un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Un rapport d'experts indépendants des Nations Unies qui dénonce le retard et la défaillance de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Ce rapport débauche sur la mise en place d'un fonds d'urgence et une force d'intervention sanitaire. Merci de nous suivre. Les infirmiers continuent à réclamer la reconnaissance de leur profession. Le 12 mai, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière, ils ont déposé un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Bien avant, ils avaient défilé devant les autorités sur le boulevard Triomphal. Clarisse Kokokapalai et Baudrimata. Ils ont bravé la pluie pour célébrer la journée internationale de l'infirmière. Ces hommes et femmes venus de tous les hôpitaux et écoles de formation ont défilé devant les autorités, une façon d'exprimer leur joie. Mais ils veulent, mordicus, la reconnaissance de leur profession au travers l'ordre des infirmiers. Le ministère de la Santé publique promet de les accompagner dans le processus. Une association ne peut pas punir. Aujourd'hui en RDC, nous avons beaucoup d'expatriés qui viennent travailler comme infirmiers. Une association n'a pas le pouvoir. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé, soutient et va porter ce projet jusqu'au bout pour que nous ayons cet ordre. Nous espérons que l'année 2015 ne se terminera pas et que cet ordre va être créé. La détermination pour la création de l'ordre des infirmiers a poussé ces hommes et ces femmes à déposer un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale pour cet organe régulateur. Nous sollicitons les plaidoyers auprès du président de l'Assemblée nationale par rapport au projet de la création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Congo. Pour organiser la profession et protéger le public. Parce qu'il n'y a aucune loi qui définit qui est infirmier, qui ne l'est pas dans ce pays. Au travers de ce texte de loi, nous disons un organe régulateur, c'est pour qu'on puisse définir qu'est-ce qu'est être infirmier en RDC, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est l'ordre qui vous donne l'autorisation d'exercer et l'ordre peut vous retirer votre autorisation d'exercer si vous commettez des gaffes sur le plan déontologique ou sur le plan éthique. La Journée internationale de l'infirmière 2015 est placée sous les thèmes « Les infirmiers au centre de la couverture sanitaire universelle ». Justement, la journée internationale de l'infirmière est une occasion pour les infirmiers de réaffirmer l'attachement à leur travail. Ça a donc été une occasion pour réaffirmer l'attachement à leur travail. L'occasion faisant le larron, ces auxiliaires de la santé ont plaidé pour l'amélioration des conditions de leur profession. Mais en quoi consiste leur travail? Quelles sont les tâches auxquelles ils doivent s'acquitter au quotidien? Tentative de réponse dans ce reportage de Léontine Kazamouali, commenté par Jacques-Olivier Mouloubandombe. Dans un hôpital, l'infirmière constitue un maillon important de l'équipe médicale. Prévenir, guérir et soulager, voici en quoi consiste son travail au quotidien. Elle reçoit le malade, elle collabore avec l'équipe soignante et participe au projet global de soins. Elle a aussi le devoir de surveiller les équipements, gérer les stocks de médicaments et des dossiers. Son travail lui exige une grande ouverture car elle doit dialoguer avec le patient. Cela lui permet d'assurer un accompagnement et un soutien psychologique. Le travail de l'infirmier, c'est un travail d'avoir une bonne volonté de travailler. Puisque les malades que nous surveillons, les malades que nous soignons, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils sont très tachytiques, ils sont très malades. Donc, l'infirmier doit faire tout à leur place. Comme tout travail, le métier de l'infirmière renferme des dangers. On peut s'infecter facilement. Voilà. Par mégarde, je vais vous piquer. Ça, vraiment, en faisant les gens, c'est très facile.
pouvez vous contaminer. Donc si vous ne faites pas les précautions universelles, et vous pouvez aussi transmettre cette maladie à la maison, à la famille. Donc, quels qu'en soient les défis ou les dangers, le travail de l'infirmière reste un travail d'équipe. L'infirmière participe donc au quotidien à l'amélioration, au maintien et à la restauration de la santé d'un malade. Toujours en santé, un groupe d'experts indépendants des Nations Unies ont dénoncé le retard et les défaillances de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Dans un rapport publié lundi, ces experts recommandent à l'OMS de mettre en place notamment un fonds d'urgence ainsi qu'une force d'intervention sanitaire. Commentaire Fanny Anifakasemona. C'est depuis le 9 mars dernier que les Nations Unies avaient mis en place un groupe d'experts indépendants pour évaluer tous les aspects de l'action de l'Organisation mondiale de la santé face à l'épidémie à virus Ebola. Ce groupe de 7 experts a rendu public son rapport dans lequel il fustige le retard et surtout les défaillances de l'OMS dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie d'Ebola une urgence de santé publique mondiale seulement le 8 août 2014, alors que des avertissements précoces avaient été lancés depuis le mois de mai et juin 2014. Le groupe d'experts ne comprend toujours pas pourquoi ces alertes n'ont pas abouti à une réponse adéquate et sérieuse. Un autre dysfonctionnement concerne la riposte internationale qui n'a pris de l'ampleur qu'en septembre 2014, lorsque l'ensemble du système des Nations Unies avait réagi et une autre structure, à savoir la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, avait été créée. En outre, ces dénonciations, des accusations et des manquements, le document fait aussi des propositions concrètes. Les experts demandent par exemple de renforcer la capacité opérationnelle de l'OMS en mettant sur pied un fonds d'urgence ainsi qu'une force internationale d'intervention sanitaire qui pourrait être mobilisée immédiatement. Il est aussi recommandé à l'organisation de mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui serait déchargée de ses autres fonctions pour mieux répondre à l'urgence. Enfin, une structure de commandement claire et unique au sein de l'OMS doit être créée le plus tôt possible. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les 3 pays ouest-africains les plus touchés. La publication de ce rapport intervient au moment où l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie au Libéria. Il faut noter que les États membres de l'OMS se réuniront en Assemblée générale annuelle le 18 mai prochain. Santé alimentaire à présent, la 2e édition de la conférence annuelle de nutrition qu'organise Nestlé Congo s'est tenue mardi à Kinshasa autour du thème « Les carences en micronutriments, une réalité méconnue en République démocratique du Congo ». L'objectif est de discuter sur les moyens de lutter contre ces carences et la malnutrition chronique. Magui Mboukou, Mouzembe, Elvis Ndaya et René Ponfil-Kayombo. Les étudiants en médecine, les nutritionnistes et les représentants des ONG ont été sensibilisés mardi au centre Caritas sur la carence en micronutriments, une réalité méconnue en RDC. Cette conférence atelier organisée par Nestlé Congo avait comme objectif d'amener les participants à réfléchir sur le moyen de lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 10 ans et les femmes enceintes. Au cours de cet atelier, plusieurs sous-thèmes ont été développés, notamment les conséquences de la carence en fer et en zinc, la valorisation des aliments locaux. Pour le DG de Nestlé Congo, son entreprise tient à résoudre ce problème de malnutrition à travers son programme Ma Nutrition, c'est ma santé. La vision de Nestlé, c'est d'être le leader en matière de nutrition, santé et bien-être. En termes d'action indirecte, on a pensé à suppléer, fortifier les aliments. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des solutions possibles vont être discutées et faire en sorte que demain, nous puissions avoir un plan d'action clair. Le professeur Léonard Machakomamba, l'un des orateurs de cette conférence, a indiqué que les carences aux nutriments entraînent des risques graves sur la santé humaine et la production intellectuelle. Le problème de la bonne alimentation, c'est la quantité, la qualité, mais aussi la variété. De façon à ce que les besoins normaux, physiologiques de la population puissent être réservés. Les participants se sont dit outillés en cette matière et remercient les organisateurs. C'était une conférence intéressante parce que
Elle est en même temps enrichie ce qu'on savait déjà parce qu'on a eu un cours de croissance et développement et nutrition donné par le professeur Ntsibou. Et cette conférence a consolidé ce que nous avions déjà appris à l'université. Ici est de noter que la malnutrition est dominée par la carence en fer, en vitamine A et en iode. Pour rappel, 26% de ménages quinois sont en insécurité alimentaire, dont 6% en insécurité alimentaire sévère. Pour les experts en nutrition, la situation alimentaire en RDC est donc calamiteuse. Pour y remédier, il faut une bonne alimentation équilibrée, c'est-à-dire la combinaison quantité, qualité et variété. De la santé à l'éducation, il n'y a qu'un seul pas. L'éducation dans le monde est encore loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Cette affirmation ressort du rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, récemment publié par le bureau de l'UNESCO en RDC. C'est un commentaire de Irène Moussouné. 15 ans après avoir analysé la mise en œuvre des objectifs assignés en matière de l'éducation en début du millénaire aux assises de Dakar, ce premier rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous révèle que la situation de l'éducation au monde est encore alarmante. Au-delà de quelques progrès enregistrés jusque-là dans certains pays, plusieurs défis restent à relever dans ce secteur en tenant compte de 6 objectifs préalablement définis, notamment l'évaluation et la protection de la petite enfance, l'enseignement primaire universel, les compétences des jeunes et des adultes, l'alphabétisme des adultes ainsi que l'égalité de sexe. Actuellement, l'on note 781 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont 2 tiers sont les femmes, 58 millions d'enfants non scolarisés et 100 millions en rupture scolaire. De ce qui précède, ce rapport conclut que seulement un tiers des pays ont atteint tous les objectifs de l'EPT et la moitié seulement a atteint l'enseignement primaire universel. L'Afrique subsaharienne et particulièrement la RDC serait encore en deçà du seuil fixé et donc loin d'atteindre les 10 objectifs en ce qui concerne les aspects liés à l'éducation inclusive, la prise en charge des enfants marginalisés et ceux vivant dans des zones en conflit, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'éducation préscolaire et la mise à profit d'éthique. Les États et les différents partenaires dans ce secteur sont appelés à allouer des budgets conséquents à l'éducation, moteur du développement après 2015. Ce document ainsi publié servira désormais de repère aux États du fait qu'il renferme des indicateurs fiables susceptibles de dégager des plaidoyers nécessaires. Et du côté du Palais du Peuple, sachez que les directeurs et les chefs de cabinet de l'Assemblée nationale ont bénéficié des véhicules le lundi 11 mai. Ces dotations du bureau de la Chambre basse du Parlement rentrent dans le cadre de renforcement de la mobilité de ces hauts cadres de l'administration, ceux dans l'exercice de leurs fonctions qui consistent à l'accompagnement des législateurs au cours de leur mandat. Images et commentaires. Plus de 10 directeurs et chefs de cabinet de la Chambre basse du Parlement ont été dotés en véhicules par le bureau de l'Assemblée nationale. Le questeur adjoint qui a présidé la cérémonie de la remise a exhorté les bénéficiaires en un bon usage. Il a également remis les véhicules de transport pour les agents de l'administration de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général qui a réceptionné ces véhicules a, au nom de tous, remercié le président Oubaminakou et son équipe pour avoir songé aux agents et cadres de la Chambre basse du Parlement. Nous voudrons réitérer nos remerciements à l'endroit de tous les membres du bureau et principalement à l'endroit de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui montre à la face de tout le monde qu'il a vraiment la volonté de doter le personnel de l'Assemblée de moyens nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son travail. Aujourd'hui, nous avons reçu les véhicules pour les directeurs et les chefs de cabinet. Dans quelques jours, d'après ce que l'honorable président nous a rassuré, les autres membres du personnel, à savoir le personnel du bureau d'études et les chefs de division, ils auront également des moyens de déplacement pour leur permettre de bien faire leur travail. Donc vraiment, au nom de l'ensemble du personnel de l'administration de l'Assemblée nationale et au nom de ceux qui viennent d'être désignés, comme moi-même, nous tenons à remercier encore une fois le président
et les membres. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet, du président de l'Assemblée nationale et des cadres de cette chambre parlementaire. Et puis, elle concerne tous les Congolais, hommes ou femmes, à la tête d'une entreprise de taille moyenne en République démocratique du Congo, décerné tous les 2 ans. Ce prix récompense de bonnes pratiques entrepreneuriales qui bénéficient à la population et qui sont susceptibles d'inspirer d'autres acteurs de ce secteur privé en RDC. C'est une initiative du Fonds Gouvernance d'entreprises en RDC gérée par la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec Bio. Le prix de 2015-2016 d'un montant de 25 000 € sera remis au lauréat à Kinshasa l'été 2016. Il s'agit donc du 3e édition du prix de la gouvernance d'entreprise en République démocratique du Congo. Nous refusons de mourir et la relance de la production à la Gécamine est possible. Ces propos ne sont pas de moi, mais plutôt de l'intersyndicale de la Générale des carrières et de mines. Ce dernier reconnaît les efforts menés par les uns et les autres. Il veut être accompagné par l'État congolais. Clarisse Ekokapalai a pris part à leur conférence de presse animée à Kinshasa le mardi. Ils tiennent au redressement de la Gécamine. Ces syndicalistes pensent que les géants ne peuvent se réveiller que grâce à l'accompagnement de l'État congolais. Il y a la détermination des travailleurs. Vraiment, nous insistons là-dessus. La Gécamine égorge une personne qualifiée, une personne déterminée à pouvoir élever le niveau de production. Le comité de d'administration, le comité de direction s'investit aussi pour mettre à la disposition des travailleurs les outils nécessaires pour nous permettre à réaliser la production. Avec 36 000 employés et 10 millions de tonnes certifiées du cuivre en termes de réserves minières, les efforts sont fournis, les ciels s'éclaircissent, croit-il. Aujourd'hui, nous avons plus de 5-6 millions de tonnes sèches. C'est ce qui fait que l'espoir est revenu. Et lorsque vous avez les gisements, vous avez les réserves certifiées, eh bien, c'est question de capitaux frais. En croire ces syndicalistes, les conditions de travail s'améliorent petit à petit. La Gécamine continue à soutenir les budgets de l'État. Nous avons pris une stratégie et cette stratégie, c'est d'aller toucher à ceux-là qui ont la décision. Comme vous le savez bien, la Gécamine, c'est une société. La Gécamine a comme actionnaire, le seul actionnaire de la Gécamine, c'est l'État congolais. Et qu'il y a une amélioration sur ça ou ça à ce moment-là, nous, de l'autre côté, nous pouvons avoir une production améliorée. Quant à la lettre ouverte adressée au notable Katangé sur la Gécamine, ces mandataires des agents de la Gécamine pensent que c'est un trac pour créer la confusion chez les travailleurs. Sur 85 agents qui devraient aller à la retraite, 200 ont pu avoir leur pension sans problème. C'est peut-être une bonne nouvelle pour sa famille. Fin de la grève de la faim du professeur de l'ISTM Kinshasa, Kibiswa Nopes. Ce dernier l'a débuté le 5 mai dernier pour revendiquer ses arriérés de salaire de 7 mois. Il a précisé d'avoir suivi toutes les procédures administratives, mais sans succès. Il est avec Abdoul Soko, Clarisse Ekoko et Ben Mondo. Ce professeur de l'ISTM Kinshasa que vous voyez sur ces images avec un visage affaibli n'est pas malade. Kibiswa Nopes, l'un des leaders d'opinion et président du COSEP, a changé sa façon de revendiquer ses droits. Il a déclenché une grève de la faim pour le non-paiement de ses arriérés de 7 mois. Ils m'ont demandé de leur donner le temps de suivre les dossiers et de prendre les contacts nécessaires avec les autorités chargées du dossier et que, par respect à ces personnalités, j'ai accepté donc de mettre fin à la grève de la faim, mais la revendication demeure. Kibiswa Nopes a précisé devant la presse congolaise d'avoir suivi toutes les procédures administratives, mais sans succès. Pour 7 mois d'arriérés,
Quand je vous donne le montant pour un professeur, ce n'est pas grand-chose. Mais notez tout simplement que petit ou grand, ça constitue un droit. Et le droit le plus fondamental, garanti par nos textes et lois. Et même si ce n'était pas garanti par nos textes et lois, c'est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que sans cela, je n'ai pas de vie. Il faut rappeler que le professeur Kibiso a débuté sa grève de la faim le 5 mai dernier. Au Nord Kivu, la ville de Beni est à sa 3e journée ville morte. Le mouvement décrété par la société civile est très suivi par la population. Mercredi, les activités ont encore tourné au ralenti. Marchés, banques, boutiques et autres sont restés fermés. C'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'une délégation gouvernementale est arrivée sur place à Beni. Évariste Bochab, qui conduit la délégation, a tenu le même jour une réunion spéciale de sécurité avant d'échanger avec plusieurs couches socio-professionnels de la ville. Jean-Pierre Kaïdé. À Beni, au Nord Kivu, Évariste Bochab y est allé avec une double mission: faire un vrai diagnostic de la dégradation de la situation sécuritaire et proposer une thérapie appropriée. Dans sa suite, les gouverneurs de province, les chefs de la police nationale et le numéro 1 de l'Agence nationale des renseignements. À une question de la presse, Bochab Maboudjma Bileng s'est voulu rassurant. Je suis venu à Beni pour dire à la population que l'État congolais ainsi que les gouvernements centraux ne peuvent pas abandonner leur population, quels que soient les moments, quels que soient les défis. Je suis donc porteur d'un message de paix pour toute la population. Aussitôt arrivé, l'envoyé du chef de l'État a présidé un conseil urbain de sécurité. Il a par la suite reçu les couches socio-professionnelles de Beni pour les entendre. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Paluku qui appelle la population au calme. J'appelle la population à ne pas effectivement permettre à ce que l'ennemi se sente avoir gagné l'ensemble du peuple congolais par la paralysie de toutes les activités. Parce qu'aujourd'hui, si les activités sont paralysées, l'ennemi va se retrouver gagnant dans ceci parce qu'il aura trouvé que et l'activité commerciale, et l'activité économique, et l'activité de tout le monde est mise aux arrêts. Et donc lui va se taper la poitrine. À ces jours, une accalmie s'observe sur toute la ville. La reprise des activités est encore timide. Une journée qui s'annonce très chargée pour les chefs de la sécurité nationale. Son agenda prévoit d'autres rencontres avec la société civile, les acteurs politiques, les étudiants et d'autres composantes de la ville. Avant de se rendre à Goma, au Nord Kivu, la directrice générale et directrice des opérations du groupe Banque mondiale a visité le lundi, dans l'après-midi, les installations du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, un bâtiment construit avec le financement de cette institution à travers ce projet de compétitivité et de développement du secteur privé avec le concours de l'OPIREP. Sri Mulani Hydrawati a été satisfaite du projet réalisé par la Banque mondiale. Jacques-Olivier Mouloubandombe, Elvis Ndaya pour le reportage. Après ces entretiens avec les officiels congolais, la directrice générale et directrice des opérations du groupe de la Banque mondiale a été lundi dans l'après-midi l'hôte de marque au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. À son arrivée, elle a été accueillie par le vice-ministre de la Justice qu'accompagnait le président du tribunal et le directeur général du guichet unique de création d'entreprise. Aussitôt, une brève séance de travail avant d'entamer la visite du bâtiment. D'abord au rez-de-chaussée où est logé le tribunal de commerce. La directrice générale et directrice des opérations a été conduite tour à tour à la salle d'audience au cabinet du président avant de parcourir les cabinets des juges et différents cabinets de greffe. Après, cap vers le guichet unique de création d'entreprise au premier niveau. Ici, Madame Sri Mulani a sillonné dans quelques bureaux et s'est rendu compte du travail des titans abattus par ce service qui crée des entreprises en 3 jours. La Banque mondiale, à travers le projet de compétitivité et de développement du secteur privé, avec le concours du COPIREP, a construit 6 tribunaux de commerce, dont celui de Kinshasa-Gombe. Un motif de fierté pour la directrice générale. Et la création de cette cour commerciale pour les règlements des différends
Ça, avec une bonne réputation, ça fera partie pour essayer de recréer la confiance de la part du secteur privé ici en RD Congo. Voilà, je crois que la Banque mondiale est très heureuse de pouvoir appuyer ces deux choses, la construction de ces tribunaux du commerce, mais également la création de ces guichets uniques. Le vice-ministre de la Justice a plaidé pour que ce soutien de la Banque mondiale s'étende dans des provinces, notamment dans l'implantation des guichets uniques de création d'entreprises. Il faut dire que cette visite s'inscrit dans l'implication du groupe de la Banque mondiale dans la région des Grands Lacs. Parlons télédistribution. La société Strong Technology a inauguré le mardi sa première boutique en RDC. Elle est située à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, à proximité du ministère de la Santé, non loin de la place Batetela. C'est dans ce showroom que vous pouvez acheter les récepteurs enregistreurs numériques Strong de haute définition ou standard, images et commentaires. 6315 boulevard du 30 juin, côte à côte avec le ministère de la Santé, non loin de l'immeuble Grom Tower à la place Batetela à Gombe. C'est à cet endroit qu'est située la boutique de la société de télédistribution Strong Technologies. L'entreprise Strong vous propose maintenant depuis plus de 15 ans en Afrique des boîtiers qui vous permettent de recevoir gratuitement des chaînes de télévision. C'est ce qu'on appelle les chaînes en clair. C'est des chaînes qui jusqu'à présent étaient payantes en RDC parce que les entreprises dans ce secteur qui sont ici sont en situation de monopole ou de duopole. Aujourd'hui, ces chaînes-là, elles sont en réalité recevables gratuitement. Pour cela, il vous faut juste un équipement Strong Technologies qui vous permette d'accéder à ces chaînes gratuites. Il y en a plus de 150 chaînes qui sont diffusées sur l'ensemble du territoire congolais via satellite. Strong Technologies a aussi lancé son bouquet intitulé Ma Télé avec des chaînes comme France 2, TF1, TJ, Nollywood, Manga, NT1, Trace Africa et bien d'autres. Ma Télé, c'est pour les personnes qui ont la possibilité, qui ont un revenu qui leur permet de payer un abonnement mensuel. C'est-à-dire un abonnement, notre première offre, c'est le bouquet Ma Télé Opti, avec 13 chaînes de télévision dans l'offre. Ça, c'est pour les personnes qui ont les possibilités de payer 7500 francs congolais par mois et ils auront accès à des chaînes de télévision donc retransmises par satellite. Strong, c'est aussi des chaînes locales gratuites ou en clair, parmi lesquelles RTJ World, Digital Congo, Télé 50, B1 et tant d'autres. Un mot sur le sport, c'est ce mercredi que les rapports du match incident grave joué dimanche au stade de Chikisha à Mbujimayi entre Sanga Balende et The Club seront déposés sur la table de l'organisateur par les officiels du dit match, les délégués du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération congolaise de football, l'association et de la Linafoot pour décider de la dérogation ou non à accorder à ce dernier organe pour avoir organisé ou pas le match retour du play-off de l'édition en cours. Pour rappel, l'arbitre central Ingangulu Breiner et le commissaire de match vont arriver le mardi à Kinshasa en provenance de la capitale diamantifère. Place à présent à la une de journaux que nous commençons avec le journal L'Avenir qui titre « Quand le géant se réveille, la relance de la Gécamine est effective ». Le confrère précise que la Gécamine a traversé une période difficile de son histoire à cause de la mauvaise politique de la Deuxième République qui avait la main mise sur la gestion de l'entreprise. Restons dans le même chapitre avec l'observateur qui note les responsables syndicaux de cette firme minière sont formels. La relance de la Gécamine est possible depuis plus de 20 ans. L'entreprise minière vit en deçà de son seuil de rentabilité. Africa News s'intéresse au dialogue en gestation en RDC. Il écrit préparatif du dialogue. L'envoyé spécial de Kabila poursuit ses contacts Kalev chez Monsengo. Le journal a indiqué que les échanges de ces deux personnalités se sont très bien passés et que cette rencontre a été encourageante.
De son côté, le palmarès exclame dialogue politique, l'opposition bloquée par l'accord cadre. Le journal précise que cet accord prévoit la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel. La tempête tropique met l'accent sur l'expulsion de Mathieu Goudjolo par le Pays-Bas. La consoeur note, arrivé hier matin par l'aéroport de Ndjili, Mathieu Goudjolo, placé dans un hôtel à Kinshasa. Le colonel des FARDC, l'ancien chef rebelle, pris en charge par l'État congolais. Et le phare écrit Nord Kivu, troublante impuissance de l'État. Le journal qui aborde ce sujet a indiqué qu'au regard des moyens financiers, humains et matériels mobilisés régulièrement par le gouvernement pour construire la paix dans le Nord Kivu en général et dans le territoire de Béni en particulier, l'impuissance manifeste de l'État face à l'insécurité trouble les consciences. Et enfin, Congo Nouveau titre, utilisation illégale des dragues. Kabolulu Ngoy Kassonji accusé de freiner la MIBAM alors que le chef de l'État avait accordé 10 millions de dollars pour relever l'entreprise. La MIBAM reste toujours au bord du précipice. C'est tout pour la une de journal. Je vous rappelle maintenant l'essentiel de l'actualité. S'est déroulé sur fond de revendications, notamment la reconnaissance de la profession. La coopération a déposé à cette occasion un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Un rapport d'experts indépendants des Nations Unies a dénoncé le retard et la défaillance de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola.